Donc, on continue maintenant en comparant le résultat FLP avec le théorème de Cap. Donc, les deux sont des théorèmes donc, qui parlent qui sont donc, formulés en termes d'impossibilité. Donc, si je vous rappelle, pour le résultat FLP, c'est consensus est impossible dans un système distribué asynchrone avec des pannes d'omission de processus. Donc, si on compare ça avec le théorème de Cap, quelles sont les différences? Donc, tout d'abord, dans le résultat FLP, on parle de panne plus faible, donc on parle de panne de processus, alors que dans le théorème de Cap, on parle de panne de communication et des pannes de processus. Okay? Mais principalement, ce qu'on se concentre dans le théorème de Cap, c'est les pannes de communication. Deuxièmement, donc, si on parle pour le système distribué lui-même, c'est un système asynchrone, donc ça c'est pareil dans les deux. Et l'autre aspect, c'est consensus. Donc dans le résultat FLP, on parle d'un protocole de consensus. Et le protocole de consensus, c'est un problème qui est plus difficile, plus complexe que simplement maintenir un registre distribué. Donc c'est un problème qui est différent. Donc ce que le FLP dit, c'est que, essentiellement, quand on a des pannes de processus et qu'on veut exécuter le protocole de consensus, ben là, il faut sacrifier soit la vivacité ou la sûreté. Donc, on a vu dans le cas de Paxos, ce qu'on sacrifie, c'est la vivacité à cause du scénario de Dual Day Proposer. Donc, Paxos ne peut pas garantir la vivacité à tout temps. Donc, c'est le sacrifice qu'on a fait pour satisfaire le résultat FLP. Alors que dans le CAP, ce qu'on dit, c'est un trade-off entre la cohérence et la disponibilité, parce que les pannes de communication sont tout le temps présents, sont tout le temps possibles dans un système distribué à grande échelle sur Internet. Donc, il faut vivre avec, il faut avoir la tolérance aux pannes. Et à ce moment-là, ce qu'on va choisir, c'est la cohérence ou la disponibilité. Donc comme j'ai dit, le consensus est plus difficile que le registre atomique. Donc, si on fait un sommaire, ça veut dire que FLP démontre l'impossibilité d'un algorithme qui est plus puissant, l'algorithme de consensus, dans un modèle qui est plus faible. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que quelque chose qui est vraiment difficile à réaliser, ce qui est le consensus, brise dès qu'on a même juste une panne de processus. Alors que ce que le théorème de Cap dit, c'est on parle d'un problème plus facile un algorithme plus facile à réaliser, qui est le registre atomique. Ça va pas briser quand on a juste des pannes de communication. Hein? Donc le CAP n'implique pas que les registres atomiques sont impossibles en présence de pannes seulement. Donc le théorème ne dit pas qu'il peut avoir aucune panne dans le système. Il peut avoir des pannes de processus et ça fonctionne quand même. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les systèmes CA, c'est comme ça. Mais dès qu'on a des pannes un peu plus fortes, c'est-à-dire des pannes de communication, là ça fonctionne plus. Ok? Une autre chose qu'on peut aussi regarder, c'est que le résultat FLP implique évidemment que le consensus est impossible quand on a des pannes de communication. Parce que les pannes de communication, c'est des pannes plus fortes que des pannes de partition. Donc si le consensus est déjà impossible avec juste des pannes de partition, de processus, ben c'est aussi pas possible avec des pannes de communication. Okay? Donc entre les deux, c'est quoi qui est le plus intéressant là? Bon, les deux sont importants, okay? Les deux devraient être connus, okay, par n'importe quel donc utilisateur ou ingénieur là, en système distribué. Mais en termes là, de ce qui est contribution qui est plus forte là, à la communauté, impact plus important, c'est le résultat FLP qui est plus surprenant. Okay? Parce que dans le résultat FLP, on parle juste de panne de processus. Et les gens ont tendance à penser que si on a juste des pannes de processus, mais pas de panne de communication, ben, on devrait être quand même capable là, de réaliser beaucoup de choses. Mais le résultat dit que même quelque chose comme le consensus n'est pas réalisable à ce moment-là. Okay? Évidemment, c'est naturel de penser que plus on a de pannes ou des pannes plus difficiles, comme des pannes byzantines, des pannes de communication, moins de choses est possible à réaliser. Okay? Donc, c'est moins surprenant de comprendre que le cap, c'est plus facile d'accepter que le cap est vrai, parce que ça parle de panne de communication. Mais c'est plus difficile d'accepter que le FLP est vrai, parce qu'on parle juste de panne de processus.
Ok, donc ça c'est tout pour le résultat FLP. Donc là, ce qu'on va parler maintenant, c'est un peu plus en détail là, des différents types des trois catégories de systèmes, donc les systèmes CA, AP et CP. Et par la suite, on va donc essayer là, de éclaircir le théorème de Cap, parce que la façon que ça a été énoncé jusqu'à présent, c'est un peu trompeur. Donc on va aller voir là, c'est quoi comment bien comprendre le théorème, c'est quoi les idées fausses qui existent autour du système. Donc d'avoir un système CA, c'est essentiellement le système parfait. Ça fonctionne seulement dans un environnement où il n'y a pas de panne de communication. Donc, si on a un réseau qui est extrêmement fiable, avec du matériel très puissant ou des choses comme ça, peut-être qu'on pourrait justifier là, que notre système est CA et qu'on ne considère pas du tout le P, parce qu'il n'y aura pas de panne. Mais dans un environnement normal où on utilise le réseau Internet ou à grande échelle, mais là, le P est obligatoire. Il va y avoir des pannes de communication et notre système doit quand même fonctionner. OK? Donc, le système CA, en pratique, n'est pas réalisable. C'est une utopie. Donc, en quelque sorte, c'est un faux choix là, de penser qu'on peut choisir de survivre sans le P pour un système distribué. Okay? Donc, la tolérance aux partitions est obligatoire, on doit le choisir. OK. Donc là, première idée fausse, c'est choisir. Le concept là, de choisir, okay, 2 sur 3, ou choisir en tout temps le 2 sur 3. Mais en réalité, ce que le théorème de Cap dit, c'est seulement une autre façon de penser, là, c'est que le théorème de Cap est dit seulement qu'il y a un choix à faire entre la cohérence et la disponibilité dans un moment de panne de communication. Et que quand il n'y a pas de panne de communication, mais là, il n'y a pas de choix à faire. On peut choisir le C et le A à ce moment-là. Okay? C'est seulement quand il y a une panne que là, il faut sacrifier soit la cohérence ou la disponibilité. D'accord? Donc, tous les systèmes en pratique sont CA en temps normal quand il n'y a pas de panne. Et c'est seulement quand il y a une panne qu'il faut choisir entre le C et le A. Okay? Donc, voici un code ici. En réalité, il y a deux types de systèmes. Durant une panne de partition, est-ce que le système sacrifie la disponibilité ou la cohérence? Okay? Donc, ça, c'est une chose à comprendre. Parce que si on ne comprend pas bien le concept du théorème de Cap, et par exemple, on crée un système qui est tout le temps CP ou tout le temps AP, même quand il n'y a pas de panne de partition, ben là, notre système n'est pas performant. Okay? Essentiellement, on est en train de sacrifier la cohérence ou la disponibilité pour aucune bonne raison. Okay? Il faut vraiment là, comprendre que c'est juste dans les situations où il y a vraiment des pannes de communication que là, il faut sacrifier et qu'en temps normal, on peut être optimal. L'autre idée fausse, c'est que le C et le A sont des propriétés binaires. Okay? Et ça, c'est une grosse méconception. D'accord? Parce que dans le théorème de base, comme on avait expliqué, ça c'est vraiment très rigide. En termes de cohérence, on avait dit que c'était cohérence séquentielle. Donc, c'est la valeur la plus récente sur le temps logique. Alors qu'en termes de disponibilité, on a parlé là, de temps de réponse infini et succès à 100%, qui était donc une définition qui était à la fois faible et forte sur certains aspects. Et ça, c'est vraiment trompeur parce que, en réalité, la cohérence et la disponibilité, c'est des propriétés qui sont variables. Il y a un spectrum. Okay? Il y a des degrés de cohérence, il y a des degrés de disponibilité. On le sait déjà, ça. Donc, on sait qu'il y a plusieurs modèles de cohérence et on sait qu'en termes de disponibilité, il y a tout le concept là, des 5-9. Et donc, on peut mesurer la disponibilité. Donc, quand on parle de sacrifier la disponibilité de la cohérence, ça ne veut pas nécessairement dire tomber à zéro, okay? Aucune cohérence, donc cohérence super faible, ou ça ne veut pas dire que quand on sacrifie la disponibilité, qu'on doit tomber à 0% de disponibilité. Okay? Donc, il serait possible de dire, OK, on tombe de séquentiel à, par exemple, causal ou éventuel, et en disponibilité, on tombe de 6.9 à 5.9, par exemple. OK? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en réalité, tous les systèmes vont maintenir le C, le A et le P à certains degrés. Ce qui est impossible, c'est maintenir les 3 degrés, les 3 propriétés à 100%, à leur niveau le plus optimal.
OK? Mais on peut le modérer ça. OK? Donc, ça c'est vraiment important de comprendre quand vous allez si vous allez développer votre propre système distribué et que là vous avez entendu parler du théorème de Cap, et vous pensez que c'est 2 sur 3, 2 sur 3, OK? C'est vrai qu'on peut qualifier les systèmes comme étant AP, CP, mais ça ne veut pas dire qu'un système AP puis CP, c'est ça, abandonne complètement la propriété qui est retirée. D'accord? Donc en réalité, un système CP, c'est plus comme un système C, petit a, P, et un système AP, c'est petit c, AP. Okay? Il y a toujours un degré on maintient toujours quand même un certain niveau de cohérence ou de disponibilité. Et ça donne donc plus de flexibilité là, sur notre architecture. Okay? Et comment l'optimiser de la bonne façon selon l'application qu'on a. Donc, c'est-à-dire, par exemple, choisir le bon modèle de cohérence selon les besoins de l'application, comprendre quelles incohérences peuvent être tolérées par donc, les utilisateurs de notre application. Et à ce moment-là, on choisit le bon modèle pour ça. Okay? Même chose pour la disponibilité, c'est comprendre quels sont les besoins de nos utilisateurs en termes de disponibilité. Et à ce moment-là, on choisit l'architecture en conséquence. Okay? Et c'est vraiment important de faire ça et de vraiment passer aux 3 propriétés au lieu de juste dire OK, on va faire un système CP, donc à ce moment-là, on abandonne complètement le A et ça crée un système qui, durant leur opération normale, va être excessivement limité. Ça va être un système qui va vraiment pas être optimisé. OK, donc là, pour les 2 autres catégories, donc système AP, cohérence meilleur effort, OK, donc c'est ça, c'est petit c AP, donc c'est comme le cachage web, c'est-à-dire c'est un système qui, en temps normal, va être capable là, quand même là, de synchroniser les pages de façon plus ou moins cohérente, OK. Mais c'est sûr que quand il y a une panne de communication, on ne peut pas synchroniser notre cache avec le site original. À ce moment-là, on lit juste des vieilles pages. Donc, ça devient du AP pur. Okay? Donc, les caractéristiques pour implémenter un système AP, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est réplication optimiste, paresseuse, cohérence qui va être éventuelle. Okay? Donc, ça, c'est vraiment les 2 concepts là, les plus importants en termes de AP. CP, donc c'est disponibilité, meilleur effort. Donc en temps normal, on va être disponible, on va avoir la cohérence, mais quand il y a une panne de partition, à ce moment-là, on va commencer à refuser là, des opérations. Donc quelques instances, service de verrouillage, Chubby Zookeeper et Paxos. Okay? Donc Paxos, c'est vraiment un bon exemple de CP parce que ça le dit dans le... on l'a bien étudié, puis on sait que c'est un système qui est sûr, mais pas vivace. Donc, vivacité, c'est disponibilité, et sûreté, c'est cohérence. Donc, c'est un système CP. Et donc, les mécanismes utilisés dans le système CP, c'est souvent à base de réplication hâtive. Okay? Donc, s'assurer qu'on donne une réponse au client seulement quand on sait que l'information a été répliquée. Donc, ça veut aussi dire qu'on va faire du verrouillage pessimiste. Donc, souvent, on va verrouiller des données, puis les rendre non disponibles jusqu'à ce qu'ils sont relâchés, puis qu'on a vérifié que ça a été mis à jour correctement. Et les partitions minoritaires ne sont pas disponibles, donc ça c'est le scénario, le split brain. Et à ce moment-là, on va décider lequel centre de données tombe hors ligne, puis l'autre centre de données reste opérationnel. OK, donc c'est des propriétés. Et en termes de cohérence, on a souvent la cohérence séquentielle. Dans le cas de Bigtable, HBase, on parle de cohérence séquentielle par clé seulement. Okay? Donc, le système est vraiment distribué, donc ce serait difficile d'avoir une cohérence séquentielle complète. C'est seulement une cohérence séquentielle indexée par clé. Et là, pour chaque clé, on considère que les opérations sont indépendantes et peuvent être ordonnées dans n'importe quel ordre. OK. Et donc, l'autre chose que je veux dire aussi, donc en cas de partition, donc qu'est-ce qui se passe s'il y a une partition, donc un serveur devient n'est pas rejoignable et c'est le serveur qui maintient une clé, ben à ce moment-là, l'information de la clé n'est pas disponible. Troisième idée fausse, c'est que les systèmes sont statiques. Donc, jusqu'à date, on a dit ça, c'est un système AC, c'est un ECA, c'est un système AP, c'est un système CP. Mais en réalité, on peut créer des systèmes fluides.
okay, qui peuvent donc rapidement changer entre CP et AC, CP et AP, d'accord? Donc, par exemple, on peut créer un système de réservation de vol quand il y a beaucoup de sièges disponibles, donc c'est un vol qui est vraiment dans le futur, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réservé, ça peut être un système AP à ce moment-là, parce que on va accepter les réservations, on sait qu'on a beaucoup de place, on a beaucoup de sièges libres, donc les chances de se double booker, tout ça sont vraiment faibles. Donc, on va laisser les gens là, accepter, et même si on n'est pas capable de vérifier là, avec un autre serveur. Donc, imaginons que c'est le système de réservation ici a deux centres de données. Et pour les mêmes vols, le même vol, il y a deux centres de données qui gèrent ça, qui gèrent les sièges. Et quand il y a beaucoup de places libres, ben là, les deux systèmes vont accepter les nouveaux bookings, les nouvelles réservations sans problème. Mais quand le vol est presque plein, ben là, peut-être que le système de réservation va se transformer en système CP, où donc là, on va essayer de valider chacune de ces dernières là, réservations là, avec l'autre système, avec l'autre centre de données, si on veut éviter le overbooking. Bon, évidemment, il y a une question, c'est est-ce que l'overbooking est désirable ou non? Okay, donc, c'est une pratique qui est présentement utilisée, mais dans la situation où on voudrait éviter l'overbooking, à ce moment-là, il faudrait convertir notre système en CP quand le vol est presque plein. OK, donc le modèle, le théorème de Cap a des problèmes, est facilement mal interprété, donc assurez-vous là, de bien comprendre ça. Okay? C'est vraiment, ça serait quelque chose là, qui serait important à retenir de ce cours. Là. C'est comment vraiment comprendre le système, le théorème de Cap, et c'est ça, comment l'expliquer à d'autres gens. Et donc, les gens ont essayé d'améliorer le théorème de base et ont créé, par exemple, un modèle étendu qui s'appelle le modèle PAC-ELC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que, donc, quand on a une partition de réseau, okay, donc c'est le P ici, il faut choisir entre la disponibilité et la cohérence, entre le A et le C. Donc, ça, c'est comme le théorème de Cap. Mais en temps normal, donc quand il n'y a pas de panne de partition, qui est le E ici, donc qui veut dire else, ben là, dans une situation normale, on n'a pas besoin de sacrifier la cohérence ou la disponibilité. Donc, qu'est-ce qu'on va... c'est quoi le vrai trade-off à ce moment-là, quand il n'y a pas de panne de partition? C'est la latence et la cohérence. Okay? Donc, c'est ça que le PAC-ELC dit, c'est il faut choisir... En P, il faut choisir A et C. En E, il faut choisir L ou C. Okay? Donc là, ça donne plusieurs possibilités. Donc, quand on a une partition, on va choisir C et A. Quand on est en temps normal, c'est C ou L. Donc là, on a plusieurs possibilités. Donc, un système PAEL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant les partitions, on favorise la disponibilité. En temps normal, on favorise la latence, c'est-à-dire que essentiellement, on essaie de sacrifier la cohérence en tout temps. Okay? Donc, quand on est capable d'accélérer, offrir un temps de latence rapide, en temps normal, on va le faire. Okay? Et quand il y a une partition, ben là, c'est la disponibilité qui est plus importante. Donc, des systèmes comme ça, c'est Dynamo. Un cache web, c'est comme ça. Okay? Donc, un cache web, essentiellement, en temps normal, ça sert à accélérer les requêtes. Donc, c'est vraiment la latence qui est favorisée. On essaie de réduire la latence dans un cache web, mais la cohérence, mais c'est pas vérifié, essentiellement, parce qu'on obtient c'est possible qu'on obtienne une vieille version de notre information. OK? Donc, d'autres systèmes, c'est Dynamo, Cassandra, qui peut être ajustable. On va voir comment c'est ajustable. Et React sont d'autres exemples de PAEL. PCEC, c'est vraiment là, met l'emphase le plus possible sur la cohérence, okay? Donc soit en temps normal, soit en temps de panne. Donc, des systèmes comme ça, c'est Bigtable, HBase, VaultDB, c'est des systèmes là, qui vont, si nécessaire, refuser là, de la cohérence. Refuser une opération quand il y a une panne, ou en temps normal, ben, fait toute la réplication hâtive. Et donc, la réplication hâtive, ça prend du temps parce qu'il faut aller contacter plusieurs répliques avant de retourner une réponse au client. Donc, en temps normal, on favorise la cohérence sur la latence. Donc, Bigtable, HBase, VaultDB, HStore, ce sont des exemples. Bon, là, il y a deux catégories qui sont un peu spéciales, okay, parce qu'ils vont
ils vont pas tout le temps, ils vont pas tout le temps favoriser la cohérence, ils vont pas tout le temps favoriser la disponibilité et la latence. Donc un système PAEC, où on favorise la disponibilité en temps de partition, mais en temps normal, on favorise donc la cohérence. Donc à ce moment-là, un système comme Hazelcast, par exemple, dans un temps normal, va faire la réplication hâtive pour maintenir la cohérence, mais la réplication le temps de requête est pas aussi rapide que ça. Mais quand il détecte qu'on est dans un split brain, dans un scénario de panne de communication, à ce moment-là, va continuer à être opérationnel sans valider la cohérence. Donc à ce moment-là, quand il détecte qu'il y a des pannes de communication, là, à ce moment-là, essentiellement, on abandonne la réplication hâtive avec l'autre réplique. OK? Donc ça, c'est une situation. Et PCEL, ce serait donc favoriser la cohérence quand il y a une panne de communication. Et EL, en temps normal, on va aller rapidement. Donc, Yahoo Peanuts, c'est un système qui fonctionne de cette façon-là. Donc, en temps normal, quand il n'y a pas de panne de communication, utilise la réplication paresseuse, donc accepte les opérations rapidement parce que Peanuts sait qu'il va être capable de synchroniser de façon asynchrone les informations parce qu'il n'y a pas de panne de communication. Mais quand il y a une panne de communication, le Peanuts détecte qu'il y a une panne de communication, sait qu'il il ne peut plus se fier sur la réplication paresseuse pour synchroniser les autres parties. Donc à ce moment-là, ralentit beaucoup et va même rejeter des opérations. Donc c'est tout pour ce vidéo-là et le prochain vidéo, on va parler de Cassandra.